Et salut tout le monde, c'est Luc Geoffrey et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle on va parler du main event, du combat, enfin de la soirée dans laquelle aura eu lieu le combat Espinoza contre Ramirez, qui est un combat dont j'ai déjà dû parler normalement dimanche sur cette chaîne. Et donc aujourd'hui on va parler du main event qui est également une revanche et qui est également potentiellement l'un des combats de cette année, puisque c'est une revanche d'un des combats les plus importants de l'année dernière, en tout cas les plus beaux de l'année dernière. Ce combat revanche va opposer Oscar Valdez à Emmanuel Navarrete. J'ai un peu moins de choses à dire, je vais rentrer un peu moins dans les détails, mais j'ai quand même envie de parler de ce combat. Parce que Navarrete, c'est un boxeur que j'aime beaucoup. C'est un Mexicain qui a accumulé une petite quarantaine de victoires, du genre 38 ou 39, dans sa carrière. Il avait une seule défaite pendant très longtemps. C'était une défaite aux mains d'un Mexicain qui ne s'est pas pesé pour le combat. Voilà, donc bon, évidemment, je vais pas retrouver d'image du combat, donc je peux pas vous dire si on est tombé sur un Golgot de 2 mètres et de 190 kg le jour J. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça sent bizarre comme histoire. Moi, je vais pas vous mentir, je m'attends à ce que Navarrete soit tombé sur un type de 2 mètres et puis de 70 kg. Reste que, donc, il a perdu ce combat, seule défaite de Navarrete pendant très longtemps. Il a fait un peu partie, comme Espinoza, de ces boxeurs mexicains qui tapent du mexicain un peu dans des 6 et 8 rounds, un peu à volonté. Puis il a vraiment émergé sur la scène mondiale en capturant le titre WBO des Super Bantamweight, titre qui actuellement est détenu par Inoue. Et puis ensuite, il a utilisé son statut de champion de WBO pour être challenger obligatoire de la ceinture WBO de la catégorie du dessus. Et donc il est passé des Supercoques aux plumes, où il a remporté la ceinture. Et puis des plumes au super plume, où il a également remporté la ceinture. Donc en tout, il est champion dans 3 KT, il n'a jamais unifié, et il lui a manqué pendant très longtemps cette affiche référence. Le truc, c'est que c'est un type qui s'est toujours retrouvé un peu trop lourd pour affronter des grosses stars, et un peu trop léger pour affronter d'autres grosses stars. Et c'est un type qui a longtemps cherché son money fight, qui a par exemple dit très tôt à Inoue, quand Inoue était encore en coque, si tu veux me chercher en super coque, pas de problème, je t'attends. Inoue a dit t'inquiète, j'ai des trucs à faire. Donc plus tard. mais Navarrete a proposé beaucoup de choses. C'est en vrai, hein, mais c'est un peu trop dommage pour lui. Jamais trop retrouvé dans la bonne caté au bon moment. Il arrive dans les super plumes quand Shakur Stevenson en part, ce qui est dommage. Il part des plumes quand ça devient vraiment intéressant, dommage. Il est parti des supercoques il y a quelques années maintenant, et maintenant les supercoques ça explose avec Inoue, un peu dommage. Et il a voulu chercher les légers, mais on va revenir sur ça plus tard. Donc un peu dommage pour Navarrete. Reste que c'est un boxeur que j'aime beaucoup, notamment parce que c'est un type qui a toujours des combats fun à voir, beaucoup d'action, c'est un type qui a un bon débit, et puis il a un style qui est ultra chelou et que j'aime particulièrement observer. Notamment son coup fétiche, c'est un uppercut balancé de super loin, qui t'envoie avec un rythme et un tempo extrêmement bizarre, qui touche du coup beaucoup, parce que c'est un type qui a des rythmes tellement bizarres que les gens ont du mal à anticiper. Mais voilà, il faut être clair, c'est un type chou. L'année dernière, il a affronté Oscar Valdez pour le titre WBO des super plumes. Valdez, c'est pas n'importe qui du tout. Valdez, c'est un mec qui s'entraîne avec Eddie Reynoso, qui est également entraîneur de Canelo. Et de mémoire, Eddie Reynoso a été sacré entraîneur de l'année en 2020 ou 2021. Et à partir de là, il y a beaucoup de boxeurs qui voulaient tourner avec Reynoso, parce qu'il avait la réputation d'être un bon entraîneur. Je crois par exemple qu'il y a Ryan Garcia, qui est venu tourner chez lui quelques mois. Le truc, c'est que, si vous voulez, Reynoso, c'est quand même un type qui enseigne un style assez particulier, le style de Canelo. Ils ont bossé ensemble pendant longtemps, et c'est pas le style de Ryan Garcia. Donc Ryan Garcia a sûrement trouvé des choses intéressantes chez Reynoso, mais Garcia, c'est pas devenu un mec avec le style de Canelo. Valdez, c'est un type qui s'entraîne avec Reynoso depuis une très longue date. C'est peut-être le plus fidèle teammate de Canelo, et c'est assurément, je trouve, le deuxième boxeur qui a un style qui se rapproche le plus du style de Canelo. C'est un type qui va aussi travailler beaucoup en crochet, qui va beaucoup se baisser, qui va rentrer avec les mains hautes, qui va prendre un coup et puis qui va t'envoyer un énorme crochet en retour. Vous ne le verrez pas envoyer des tonnes de jab, des tonnes de direct, vous ne le verrez pas danser sur ses jambes, vous ne le verrez pas faire des mouvements de tête impressionnants. Enfin si, parce que c'est un Reynoso enseigne des mouvements de tête. Mais je veux dire, vous ne le verrez pas dans des positions ultra difficiles où il est méga loin. Vous le verrez arriver les mains hautes, et bam, mais envoyer des crochets. C'est personnellement un style que j'apprécie peu. C'est personnellement des combattants, Valdez comme Canelo, que j'apprécie peu. Si jamais j'avais la possibilité d'avoir l'argent gratuit pour aller voir un boxeur, je n'irais pas voir des combats de Canelo ou des combats de Valdez. Sophie, elle m'arrête en face. Mais force est de constater que c'est un style qui marche et c'est un style qui a ses adeptes.
Et donc tout ça pour dire que Valdez, c'est un type qui a quand même vraiment le style Reynoso. Et donc c'est un type qui est en parfait accord avec son entraîneur, quoi, quelque part à ce niveau-là. Il a une grande carrière en superbe plume, il va enchaîner pas mal de victoires jusqu'à devenir champion et jusqu'à unifier avec un certain Shakur Stevenson. Là, vous sentez le bourbier, hein, vous sentez le bourbier parce que Stevenson il est toujours invaincu. Dans ce combat, que Valdez va perdre à la décision, une décision dure où il va perdre énormément de rounds. Je ne veux pas dire qu'il a gagné beaucoup de rounds et que la décision ne le montre pas, juste il perd le combat très largement, il est très largement dominé par Stevenson, qui est sur ce combat-là pour le coup assez entreprenant, qui est un peu moins ultra passif que comme on le connaît sur les 2 derniers combats qu'il a fait en poids léger. Il n'avait pas la réputation d'être un boxeur qui va à la bagarre et qui envoie des key trades, hein, mais il était quand même plus actif à ce moment-là. Notamment, il va réussir à mettre Oscar Valdez knockdown, c'est un super knockdown, je crois que c'est au 7ème, un très très beau coup. Bon, Valdez va se relever, il va continuer le combat, un Mexicain, un menton d'acier, Eddie Reynoso. Mais c'est quand même quelque part un coup dur pour Valdez, parce qu'il se fait vraiment prendre une fessée de boxe par Stevenson. D'un côté, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir quand on voit maintenant où on est Stevenson, quand on voit qu'il est à quelques pas de toucher un top 10 pound for pound, voire qu'il y est pour certains, quand on voit que finalement peut-être ce qui lui manque c'est juste un haut profil fight pour y rentrer, c'est compliqué d'en vouloir à Valdez. Valdez va se refaire la cerise en combattant son adversaire qu'il avait déjà battu, il va le rebattre, et puis ensuite affronter Navarrete. Donc à ce moment-là, Valdez n'est pas champion, c'est Navarrete qui est champion, et c'était en août dernier, le 16 août je crois, j'ai peut-être des bêtises, et on s'attendait à avoir un gros choc mexicain contre mexicain, avec des styles quand même un peu différents. Globalement, Navarrete va quand même pas mal dominer le combat. Combat très engagé, combat dans lequel les deux vont prendre des coups. Reste que globalement, Navarrete chope la majorité des reprises. Tant et si bien qu'il gagne sur une carte des juges 119-109 et sur une autre 116-112, je crois. La dernière, on est genre à 118-110. Donc en gros, il prend en fonction des juges 8, 10 ou 11 rounds. Donc globalement, Navarrete a dominé ce combat. Reste que c'était un combat avec des étincelles, c'était un combat dans lequel Valdez s'y touchait, et c'était un putain de beau combat, quoi. Et là, il nous faut une revanche. Alors pourquoi il nous faut une revanche? Si vous voulez, ce combat de l'année dernière avait vraiment une allure de crossroads fight. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais pas s'il y a une traduction en français. C'est un terme que j'entends beaucoup dans les sphères anglophones, qui est un combat où globalement ça pue pour le perdant et c'est cool pour le gagnant. On sait que ce type qui gagne le combat, il est destiné à une grande carrière derrière, et on sait que le mec qui perd, ça va être chaud pour lui. Et typiquement, on s'est dit à ce moment-là, une défaite pour Valdez, c'est chaud. Il a eu une défaite il y a 2 combats, s'il repère maintenant, c'est le champion qui perd son titre, qui tente de le reconquérir et qui le repère. C'est chaud. En parallèle, Navarrete, c'était son meilleur adversaire, hein, le plus gros nom qu'il a affronté, et un combat comme ça, en cas de victoire, allait pouvoir lui permettre de le catapulter dans des sphères mondiales beaucoup plus importantes. J'abuse un peu, mais allait pouvoir lui permettre de toquer à la porte du pound for pound top 10, et on allait pouvoir assurément avoir des combats de plus haute envergure pour Navarrete. Donc c'est un combat qui est important pour les deux. C'est un combat que Navarrete va remporter, et donc la suite logique, c'est pas de revanche, parce que quelque part, la croisée des chemins a été faite. Donc Navarrete va continuer à rafler tout, et puis Valdez va continuer de se diriger tranquillement vers sa retraite. Le truc, c'est que Navarrete, qui a toujours été du genre, est un combattant très actif, c'est-à-dire combat énormément, très souvent. C'est pour ça que je l'apprécie beaucoup. Recombat en novembre, contre un certain Robson Conceição. Donc en brésilien, on en a parlé il n'y a pas longtemps, parce qu'il a gagné puis perdu son titre contre O'Shaquie Foster. À ce moment-là, je ne suis pas le seul, hein. Beaucoup de gens se sont dit, ce combat peut être difficile pour Navarrete, parce que Conceição, style bizarre. Et ça peut lui poser un problème stylistiquement. Ça a été le cas. Globalement, Navarrete perd la grande majorité des rounds. Navarrete arrive quand même à envoyer Conceição 2 fois au sol, et donc il arrache une égalité. En vrai, bourbier de prendre Conceição comme ça. Conceição, c'est un type qui avait, je sais plus, il avait été 4 fois challenger, je crois qu'il avait déjà été, c'était la 3e fois qu'il était challenger mondial. Il avait été contre Stevenson et contre je sais plus qui. Donc prendre Conceição comme ça, c'est pas un peintre du tout, c'est pas un combat facile du tout, surtout après avoir affronté Valdez, et en plus stylistiquement c'était un bourbier. Navarrete s'en sort, avec une égalité, mais il s'en sort. Derrière Navarrete, il va aller manger du gâteau. Le gâteau, il est en poids léger, c'est là qu'il y a toutes les stars, qu'il y a des Gervonta Davis, qu'il y a des Shakur Stevenson, des William Zepeda, c'est là qu'il y a tout le monde. Keishon Davis, il y a tout le monde. Il y a même Lomachenko, non mais vraiment il y a tout le monde. Donc Navarrete, il veut tranquillement sa part du gâteau.
Qu'est-ce qu'on fait quand on est champion WBO des super plumes, on veut manger une part du gâteau en léger, bah on se rend challenger obligatoire pour les légers. En plus, ça tombe bien, le titre il est vacant, et en face, c'est un peu un no-name, c'est un certain Denis Berinchik, qui est un Ukrainien, follow partner de Lomachenko. Mais bon, on s'attend pas à grand chose de Berinchik, quoi. Surtout que, apparemment, il avait été un peu décevant sur sa dernière sortie. J'avais pas regardé ses combats, je les ai toujours pas regardés, mais j'ai lu comme quoi il avait été un peu décevant. Donc, globalement, la vérité va le bouffer. Et en fait, non. Et en fait, assez étonnamment, pas du tout. Navarrete va perdre ce combat par décision partagée. Un combat qui a apparemment une défaite légitime, même si le combat était serré. Apparemment, Navarrete le perd et le gagnant qui méritait la victoire, enfin, celui qui méritait la victoire s'est retrouvé gagnant. Tout va bien. Mais reste que donc, suite à ce crossroad fight contre Valdez, on s'attendait à ce que sa carrière explose. Et ben, on est sur une égalité et une défaite. Donc c'est galère pour Navarrete. Il garde son titre WBO des super plumes, pas de souci. Mais c'est galère. Et de l'autre côté, bah Valdez, qu'on pensait finito après s'être mangé 2 défaites quasiment d'affilée, il revient contre Liam Wilson, qui est un bon combattant super plume. C'est pas un top 5 de la KT, mais c'est un vraiment bon combattant, qui a aussi perdu contre Navarrete notamment, mais qui avait donné un très dur combat à Navarrete. C'était en mars de l'année dernière, donc c'était juste avant le combat contre Valdez. J'ai oublié d'en parler, mais le combat Wilson-Navarrete était extrêmement dur. Navarrete a été très durement touché, il s'en est sorti finalement par KO, c'était un super combat, qui aurait aussi pu être décerné le titre de combat de l'année. Comme quoi, il n'y a vraiment que des combats de l'année dans cette carte. Enfin, que des revanches de combats de l'année dans cette carte. Non, je dis ça, c'est même pas une revanche contre Liam. Vous avez compris, quoi. C'est un combattant qui est excitant, Navarrete, à avoir boxé. Et donc, Oscar Valdez a affronté ce gars-là, donc l'anglais, et il l'a battu proprement, KO 7ème, tout ce qu'il faut. Tant et si bien que finalement, leurs routes se croisent de nouveau. Parce qu'après une domination assez nette de la part de Navarrete, Navarrete fait une égalité et perd. Entre-temps, on a Valdez qui revient de manière assez satisfaisante, et donc la revanche s'organise. Et en fait, on est dans un cas marrant, où vraiment en août dernier, dans ma tête, le perdant, ça chauffait pour lui, le gagnant, c'était tous les plaisirs. Et puis finalement, en fait, ils ont tellement eu des trajectoires opposées par rapport à aux trajectoires qu'on aurait pu attendre, qu'ils se retrouvent pour une revanche, qui a encore plus l'allure d'un combat de chemin croisé, d'un crossroad fight. Parce que si Navarrete regagne, allez, c'est bon, il a lavé l'affront de sa dernière égalité, de sa dernière défaite. S'il repère, c'est finito pour Navarrete. Enfin, c'est en tout cas clairement l'impression que ça va laisser. Et je pense que je suis pas sûr qu'il se remette mentalement d'une égalité suivie de 2 défaites. Et Valdez, s'il perd maintenant, c'est quand même 3 fois qu'il a atteint le top niveau pour perdre. Je pense qu'à un moment, ça le décourage. Alors que s'il gagne, il est relancé comme jamais. Et donc, voilà, on en est. De nouveau un crossroad fight, de nouveau des combattants qui peuvent nous sortir un combat plein d'étincelles et plein de feux d'artifice, c'est super excitant. Ça donne envie. Et en sous-carte, on a un autre combat super contre Espinoza, qui va opposer Espinoza et Ramirez. Donc ça va être une bonne carte. Ça va être une très bonne carte en décembre, qui, je pense, va un peu passer sous les radars, parce qu'en même temps, on a aussi qui combat, on a Inoue qui combat, et je pense que du coup, c'est une carte qui va passer... voilà, mais passer inaperçu. Et en plus, le gagnant du combat du co-main event sera donc champion de WBO des poids plumes. Le gagnant de Navarrete Valdez sera champion de WBO des poids super plumes. À tout moment, la prochaine étape, c'est le combat entre les 2 gagnants, hein, parce que le champion des plumes va utiliser son ticket WBO pour monter. Donc voilà, moi j'attends beaucoup de cette soirée, et je vous invite à la regarder. Pareil, je sais toujours pas, comme je tourne les 2 vidéos à la suite, où est-ce que ce sera diffusé. Je pense sur RMC normalement, en France si vous voulez voir ça légalement. Sinon, vous connaissez, si jamais vous avez des VPN, vous pouvez normalement choper ESPN dans d'autres pays. Et sinon, par des moyens illégaux dont seul vous ont le secret. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Regardez le combat, vraiment c'est un combat qui promet. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, bye!